Bienvenue sur le plateau de Parents Premier Pas, le magazine de Maternéa TV. Vous le savez, c'est une émission de conseils, de réponses à toutes les questions que vous vous posez pour des premiers jours réussis avec votre bébé. Aujourd'hui, moment à la fois très attendu et qui vous inquiète également, le retour à la maison. Vous êtes bien ici dans votre chambre à la maternité, mais vous avez aussi envie de rentrer chez vous. Vous l'appréhendez, c'est normal, avec une foule de questions. Vais-je être à la hauteur? Quelle place va trouver le papa? Quelle place pour les frères et sœurs? Comment vais-je m'en sortir dans toutes les situations? Stop, pas de panique, rassurez-vous. Les experts qui sont autour de moi vont vous aider à préparer ce grand moment. Et vous allez voir, normalement, grâce à nous, ça devrait bien se passer. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Béatrice Di Massio, bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes pédiatre, auteur du livre « Mon enfant, de la naissance à la maternelle », grand programme aux éditions Albin Michel. À côté de vous, Benoît Le Goëdec, sage-femme. Ou sage-homme, vous dites sage-femme. Sage-femme, oui. Sage-femme, on en reste là. Vous aussi, vous avez pensé aux parents et plutôt au papa. Papa débutant, mode d'emploi aux éditions First. Nous sommes également avec le docteur Myriam Ségère. Vous êtes pédopsychiatre à la maternité de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Vous aussi, vous avez écrit un livre « Si les bébés pouvaient parler », livre paru chez Bayard. Alors c'est vrai, ce moment où on va rentrer à la maison, c'est à la fois un moment qu'on attend, un moment qu'on espère et un moment qu'on redoute. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des parents à quelques heures de rentrer à la maison ? Dans la tête des parents, c'est un petit peu difficile, c'est agité, c'est confus. Il faut rentrer, il ne faut rien oublier, il faut faire les formalités. L'ambiance est survoltée. Les mères, on les met dehors de la maternité le plus tôt possible, voilà. Dès qu'on sait que ça peut à peu près se faire. Bien sûr, trop tôt. Elles sont en pleine baby blues, en pleine montée de lait. Elles ne sont pas encore reposées, elles sont épuisées. C'est vraiment compliqué. Les bébés ressentent l'état de leur mère. Ce sont des éponges. Donc, ils sont bien plus agités que d'habitude. Ils sont stressés. Les pères, eux, stressés également parce qu'il faut s'occuper de toutes sortes de choses et tout. D'accoucher, ça fatigue beaucoup les pères. Et enfin, il y a les aînés qui sont là. Bon, ils sont jaloux. Alors, bien entendu, ils le manifestent plus ou moins. Vaste programme, c'est pas un très joli tableau que vous nous dressez, pourtant il faut y arriver. Alors on plante le décor et c'est ça qu'il faut affronter. Hein. Bonjour la vie, on va faire la place au nouveau venu et lui offrir le meilleur de ce qu'on peut lui offrir, mais ça démarre difficilement. Benoît Le Goëdec, si on écoute bien Myriam Ségère, on a l'impression que c'est le pire moment pour rentrer à la maison ce 3e jour, pour les mamans, pour toute la famille. C'est pas facile, c'est vrai que les séjours étant de plus en plus courts, les femmes cherchent à apprendre beaucoup pendant 3 jours, qu'elles en oublient de prendre le temps de s'attarder à l'autre, de se découvrir. Puis après, elles rentrent et elles essayent de réadapter leurs gestes appris. Mais on est tout seul. Mais tout seul, ouais. Dans un univers qui n'est plus du tout le même. Et puis, il y a une réalisation aussi importante, je pense, c'est que, au début, il y a l'éblouissement, il y a l'éclat de joie, il y a tout ça, mais après, ça continue. On se rend compte que c'est une responsabilité dans laquelle on s'engage, et puis pour longtemps. Et donc ça se réalise beaucoup une fois qu'on est dans l'univers tous ensemble. L'univers familier de la maison. L'univers de la maison, l'univers en famille avec son conjoint qui à la maternité ne fait que passer quand même. Et puis son bébé là qu'on ne comprend pas et qu'on va être plus que les seuls à essayer de découvrir, auprès duquel il va falloir s'attarder, mettre toute une reconnaissance, une patience attentive à la découverte de l'autre. Et ça, on n'a pas trop eu le temps de le poser à la maternité parce que c'est court. Ça va trop vite. Béatrice Di Massio, c'est un mélange effectivement d'excitation, d'angoisse, d'émerveillement. D'émerveillement, oui, tout à fait. Les parents sont très excités, très angoissés aussi d'arriver à la maison parce qu'ils veulent bien faire. Ils ont peur de ne pas y arriver, tout en étant transportés par ce bébé dans l'environnement, cette nouvelle vie. Puis le fait de passer de 2 à 3 ou plus s'il y avait déjà d'autres enfants. La famille s'agrandit, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Je parle surtout des premières mamans. Est-ce que les bébés savent, Myriam Ségère, qu'ils sont à la maison? Est-ce qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont senti in utero? Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu bizarre cette question. Mais... ils ont mémorisé un certain nombre de choses, hein. Des bruits, des odeurs, une ambiance. Ils le retrouvent. Alors ils retrouvent des choses qui leur sont familières, mais il y a des choses par contre qu'ils n'ont pas pu mémoriser. Donc ils ne voyaient pas quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Même s'ils entendaient, même s'ils goûtaient, même s'ils sentaient, et ils ne voyaient pas.
Donc, ça fait partie des choses qu'ils vont découvrir. Là. Donc, on fait visiter la maison au bébé. Vous partagez, Béatrice, cette idée? Tout à fait. Ça, c'est très important pour, lorsqu'on arrive à la maison, de présenter en fait la maison à l'enfant, lui dire voilà, ta chambre, le salon. Ah oui, on passe dans toutes les pièces, carrément. On passe dans toutes les pièces, tranquillement, ce qui permet de rentrer à la maison peut-être un peu plus sereinement. Et c'est une habitude à prendre également lorsque ils partent en vacances ou en week-end. C'est important de dire voilà, on est tous ensemble et on est chez nous, à la maison, et on va y faire toute notre vie. Mais du coup, il ne voit pas le bébé. Enfin, donc à 3-4 jours, on lui montre quand même les pièces, même s'il ne les voit pas vraiment, même si ce sont que des ombres. Il ressent la parole de la maman, il ressent les différentes pièces, les lumières. En tout cas, c'est important de lui présenter son nouveau chez lui. Non, mais attendez, il n'est pas aveugle. Hein. Mais il devine puisqu'il le voit. S'il est en bonne santé, il voit quand même à 30 cm. Et puis pour le reste, il voit des ombres, il voit des lumières, il perçoit l'espace. Et puis, une fois de plus, je vous dis, il a mémorisé l'ambiance et ça lui permet de se retrouver. De compléter. Il se retrouve parce que tout ça, comme vous dites, il ne sait pas si c'est lui ou si c'est pas lui. Hein. La limite entre ce qui est lui et pas lui, elle est encore très floue. Benoît Le Goethec, oui. Et puis, on le sent, les parents le sentent bien. À un moment, il habite les lieux, en fait. Il est partout. Dans tous les recoins, il est là, en fait. Et là, tout va mieux. Parce que eux, c'est pareil, ils ont à redécouvrir les lieux avec lui sans savoir où le poser ou pouvoir le laisser tranquille. Donc, il y a quand même aussi toujours à présenter le lieu sans jamais oublier d'être là soi, quoi. Compliqué. Est-ce qu'on peut imaginer, pour être très concret, Béatrice, une journée type? Voilà, on rentre à la maison, on commence par quoi? Par cette visite, a priori. Après, on lui fait découvrir son lit. Voilà, comment est-ce qu'on peut imaginer la journée idéale du retour à la maison? Ah, il n'y a pas de journée idéale. En fait, ça dépend de l'heure déjà. Oui, ça dépend de l'heure, ça dépend des parents, ça dépend des circonstances. Je pense qu'il faut pas non plus se mettre trop de pression. On rentre chez soi chouette. Les choses vont arriver au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va commencer, il va falloir redonner le bain. Alors là, c'est vrai qu'on est un peu seul. On va allaiter. C'est pas comme à la maternité, on va se poser des questions. Et c'est là où c'est très important de se dire, mais on n'est quand même pas tout seul. Il y a les professionnels de santé qui sont là. Avant, les parents avaient la famille qui était là. C'est-à-dire qu'il y avait les grands-parents, il y avait les tantes, on avait une famille qui était présente. Là, vous trouvez qu'aujourd'hui, tout ça a un peu disparu? Voilà, les gens sont un peu plus seuls ou peut-être ont envie d'être seuls aussi et de se retrouver simplement en famille. Mais il y a ces moments d'angoisse qui vont les préoccuper. Et il faut se dire, bon, on n'est pas non plus seul. Il y a les pédiatres, il y a les sages-femmes à domicile. Benoît, les sages-femmes, il ne faut pas hésiter à faire appel aux sages-femmes à la maison, puéricultrices, la PMI, la protection maternelle infantile. Il y a plein de réseaux d'accompagnement. Il faut penser à l'accompagnement, pas qu'au médical pur. Mais même si tout va bien, on peut avoir besoin de relais. Il y a énormément de présence dans la grossesse, les consultations systématiques, à la maternité, puis après, il n'y a plus rien. Comme si la finalité était l'accouchement. Parce que les mères oublient, les mères n'osent pas, les mères n'y pensent pas, les mères ne le savent pas. Elles sont mal informées. Alors redites-nous précisément ce qui est... Donc il y a des visites à domicile possibles, prises en charge au niveau sécurité sociale par la sécurité sociale auprès de sages-femmes libérales. Il y a même des programmes de sécurité sociale qui sont en train de démarrer. Pour toutes les femmes, pas que pour les sorties précoces. Souvent, c'est assimilé aux sorties précoces. Non, c'est pour toute sortie, on peut avoir besoin d'un accompagnement. Même si c'est son troisième enfant, on même peut si avoir troisième, besoin... Même si c'est à 5 jours, enfin, c'est rare, même si c'est à 3 jours. Et puis, il y a les relais PMI. Si l'OMS a classé protection maternelle infantile. La France en premier en maillage de santé, c'est grâce à son réseau de protection maternelle et infantile. Et puis après, il y a les relais de consultations hospitalières ou consultations pédiatriques. Et le pédiatre, Béatrice Divassio. Et puis, tous ces gens-là peuvent faire aussi du dépistage ou pour aller vers des spécificités un petit peu plus grande. Petit conseil peut-être qu'on peut donner aux mamans avant d'aller voir le pédiatre, par exemple une petite liste avec toutes les questions, tout ce qu'on a remarqué sur le bébé pour ne rien oublier pendant la consultation. C'est ce que font certaines de vos patientes, Béatrice? Oui, je leur conseille effectivement de noter au fur et à mesure les questions qu'ils auraient envie de poser et toutes les questions, parce qu'il n'y a pas de questions idiotes. Souvent ils me disent mais j'ose pas vous dire, vous allez me prendre... Non, toutes les questions sont légitimes. À partir du moment où les parents sont inquiets et se posent des questions, que ça soit il fait du bruit quand il respire, est-ce que c'est normal? Tout est légitime, il n'y a pas de questions idiotes. Tout professionnel digne de ce nom écoutera avec patience et avec beaucoup de
Oui, allez-y, Myriam. Les professionnels dignes de ce nom, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des gens. Il y a des grands-mères, il y a des grands-pères, il y a des voisins, il y a des amis. L'important, c'est de ne pas s'isoler. Alors, peut-être pas le jour où on rentre à la maison, parce que finalement, de poser ses paquets et de se dire qu'on va faire visiter, c'est une bonne chose. Mais si le bébé est en train de hurler parce qu'il a faim, la priorité, c'est quand même de le nourrir. On est d'accord. Donc, il faut aussi adapter à chaque famille. Mais ne pas oublier que dans les jours qui vont suivre, l'isolement, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, il y a aussi l'isolement et les visites, trop de visites fatigue toute la famille. Est-ce qu'il y a une règle à respecter? Un par jour, une visite par jour, une amie par jour, ou peu importe, ça dépend des familles. Écoutez, il faut éviter de défiler quand même à la maison. À la maternité qu'il faut éviter le défilé parce que c'est épuisant et c'est pas adapté. Mais à la maison, il va falloir quand même présenter cette merveille au monde. Et bon, alors peut-être organiser les choses de manière à ce que personne soit épuisé et surtout pas le bébé. Mais c'est une chose qui doit se faire. Progressivement. Alors, il y a quelqu'un dont on n'a pas encore vraiment parlé, c'est le père. On évoquera après les situations où le père est absent, mais quand le père est là aussi, il faut savoir lui donner une place. Et les mamans ont parfois tendance à avoir un peu de mal à déléguer, entre guillemets, Benoît. Oui, ils ont peut-être un peu de mal à déléguer. Ils ont tendance plutôt à essayer de lui apprendre, parce qu'elles, elles ont eu malgré tout quelques jours où on leur a tellement montré comment faire que déjà elles-mêmes, elles ont du mal à faire ce qu'elles ressentent. Et puis après, elles n'ont pas forcément toujours confiance, et lui non plus, entre ce qu'il peut faire. Donc être un père, c'est déjà ne pas être une mère, il faut qu'il en soit sûr. Puis après qu'il aille vers l'autre. Et puis que lui aussi, il prenne le temps de rester là. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut soulager aussi, malgré tout, un petit peu autour. Et puis permettre comme lien à l'extérieur aussi. Est-ce qu'on conseille aux papas de prendre leur congé paternité? J'imagine que vous êtes tous les trois d'accord pour dire que oui, le père doit prendre son congé paternité quand son métier l'autorise? Oui, c'est important qu'il puisse libérer un peu de temps pour être présent, justement pour se retrouver. C'est 11 jours important. Myriam aussi, vous dites oui au congé paternité. Je vous sens... Oui, quand ils ont envie de le faire, s'ils sont partie prenante. Maintenant, si c'est pour venir à la maison et en profiter pour s'installer devant les matchs de foot avec une bière à la main et laisser tout sur le dos de la mère, c'est pas l'idéal. Donc ça veut dire que ça existe. Si vous le dites, ça veut dire que ça existe. Oui, on l'a rencontré, n'est-ce pas, Benoît? Oui, bien sûr. Mais peut-être que de le prendre ou de leur en parler avant, c'est aussi les aider à s'engager là. Parce que c'est peut-être d'autant plus facile de s'arrêter quand il est tout petit que de se le faire raconter par l'autre après. Apprendre à se connaître tôt pour avoir envie d'y rester. Enfin, moi, je serais plutôt pour qu'ils prennent au moins quelques jours, pas forcément tout, au début, quitte à s'arrêter de temps à autre. Mais je crois que ça participe à cet engagement-là que dès qu'on rentre, se dire qu'on est parent. Qu'on est parent. Ouais, et qu'être parent, c'est aussi le cas de l'homme. Et est-ce que les situations peut-être où le papa n'est pas là, où il n'y a pas de papa, est-ce que vous, professionnels, vous avez une vigilance particulière, peut-être vous, sage-femme, qui êtes très concrètement, peut-être plus quotidiennement, au contact de ces mamans? D'abord, on peut orienter sur effectivement qu'il y a d'autres personnes qui peuvent accompagner, des proches, des amis et tout ça, dans l'habitat. Je crois que c'est important aussi de l'accompagnement chez soi. Proche. Parce que, proche, parce qu'on ne parle pas de la même chose, parce qu'on ne le vit pas pareil, on ne le ressent pas pareil. Et puis nous, effectivement, on peut mettre une vigilance un petit peu plus grande, à passer plus en tout cas se mettre à disposition. Et quand un papa est là, le papa aussi se pose des questions parfois. Enfin, la maman s'en pose, on va parler dans un instant du baby blues, mais le papa aussi peut douter. Est-ce que je saurais être père? Est-ce que je sais être père? Oui, de toute façon, il y a toujours un papa. Même quand le père n'est pas là, on peut le nommer. On peut dire qui il est et pourquoi il n'est pas là. Ça fait partie des choses, des informations qu'on doit à l'enfant. Même au bout de 3 jours, il faut que l'enfant l'entende. Mais tout de suite, c'est sa vie. C'est important de mettre des mots sur sa vie pour qu'il puisse stocker ces mots. Ces mots, c'est ce qui va lui permettre petit à petit de se penser dans le monde. Donc, il n'est pas né d'une mère et puis de rien, non. Il y a un père quelque part. Existe quelque part. Voilà, il faut l'en informer. Et donc, quand le père est présent à côté de la maman, voilà, le baby blues, je ne sais pas si c'est un mot qui existe aussi pour les papas. Il y a quelques études qui nous montrent que le baby blues pour les hommes existe, oui, de façon assez importante, aggravé quand la femme elle-même fait un baby blues, donc on a d'autant plus à entourer les mères peut-être, mais très différé dans le temps. Pas aussi précoce que les femmes, beaucoup plus quand il est décrit, oui, entre 6 et 8 mois, où il y a une fatigue qui s'installe, et puis il y a, après cette joie du début, une notion de responsabilité persistante. Et ça se réalise à distance souvent pour les hommes, et là, il peut y avoir un passage par une phase dépressive.
Béatrice, vous les voyez ensemble, papa et maman, en consultation, ou c'est Quand plutôt ils la peuvent, maman? il y a tous les schémas qui existent. Faut pas forcer le père à venir. Forcer le père, et puis parfois le père vient seul. Tous les schémas existent. On ne peut pas donner un code, comment on doit se comporter pour être des parents responsables. Idéaux, ça vient parfait. C'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est que chacun y trouve beaucoup de plaisir et beaucoup d'affection et se retrouver. Il y a un mot qu'on a employé, la baby blues. Il faut qu'on prenne un petit peu le temps de l'expliquer. Myriam Ségère, de quoi s'agit-il, ce baby blues? Alors, c'est une sorte de réaction quasi physiologique qui va toucher les femmes autour du 3e jour après la naissance et qui va être comme une sorte de rupture. D'un seul coup, elles vont se sentir fatiguées, d'humeur triste, tantôt joyeuses, tantôt en pleurs, sachant pas où elles en sont, un peu désespérées. Enfin, ça ressemble à un état dépressif finalement. Simplement, elles comprennent pas. J'ai tout pour être heureuse et je comprends pas ce qui m'arrive et je pleure. Donc c'est ça le baby blues. Le baby blues, c'est quand j'arrive à la maternité le matin et je dis aux sages-femmes, alors comment ça va? Et elles me disent, oh j'en ai 9 qui pleurent, mais à part ça, ça va. C'est-à-dire le baby blues, ça n'inquiète personne parce que ça dure de quelques heures à quelques jours et en principe, ça rentre dans l'ordre tout seul. Simplement, en fonction des personnes, en fonction de leur histoire, ça peut être plus ou moins aggravé. Et c'est là qu'il faut s'inquiéter. Alors déjà, sur la durée, est-ce qu'on peut dire, je sais pas, au bout d'une semaine, si ça dure, ça devient inquiétant ou il faut se laisser encore un peu plus de temps pour que le baby blues s'estompe? Il faut voir si ça s'estompe. D'accord, déjà il faut que ça s'estompe. Voilà. Donc en principe, ça s'estompe. Mais si ça ne s'estompe pas, peut-être c'est une porte d'entrée dans ce qu'on appelle la dépression postnatale. Alors la dépression postnatale ou dépression du postpartum, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, le problème c'est qu'on a beaucoup de mal à le diagnostiquer parce que les femmes qui font une dépression postnatale, alors la dépression peut surgir au moment du baby blues, mais elle peut aussi surgir plusieurs mois bien après, plus tard, jusqu'au 1 an de l'enfant. On dit que c'est une dépression postnatale. Et cette dépression-là, elle est extrêmement destructrice, et pour la femme qui se sent très mal, et pour le couple, et pour le bébé, l'enfant, et pour la famille, les autres enfants. Il faut absolument dépister et soigner. Pourquoi? Parce que ça se soigne plutôt bien. Vous le ressentez quand vous êtes auprès des mamans, justement, la problématique de ce baby blues qui peut-être aller jusqu'à la dépression? Il y a des signes peut-être que vous ressentez pour prévenir un peu ces mamans, les aider à l'éviter? Oui, d'abord, ça dépend de ce qui s'est passé avant, qu'on a eu la chance de les voir un petit peu avant. On peut se dire qu'il y a un étayage qui est peut-être pas assez fait et qu'il y a un risque majoré. Après, c'est en les voyant dans leur réactivité et puis surtout, effectivement, comme dit Myriam, quand ça passe pas, quoi. Donc là, on peut, mais il faut encore qu'on ait la porte ouverte chez elles. Il y a des moments où, quand elles vont moins bien, elles n'ouvrent plus forcément leur porte. Elles veulent plus. Donc à chacun de mettre la vigilance. On a par contre un temps où on peut se repencher dessus et justement, en étant formé, faire du dépistage, c'est la consultation postnatale, qui est une consultation obligatoire à distance de l'accouchement. À 6 ou 8 semaines. Oui, 6 ou 8 semaines. Et ça, c'est un vrai temps, quand on dépasse la gynécologie, de dépistage justement de ces états qui ont duré. Et puis la rééducation du périnée, malgré tout, où il se passe tellement d'autres choses que de travailler son périnée, qui là nous permet, sage-femme, de se ressentir ce qui ne va pas, même sans toujours pouvoir le prendre en charge, et là d'orienter avec un peu plus vers des spécialistes. Autre grande question quand vous rentrez à la maison avec votre bébé, c'est sur le sommeil. Voilà, mon bébé va-t-il trouver le sommeil rapidement? On va rentrer dans des petites appréciations très concrètes, Béatrice, si vous le voulez bien, sur l'organisation, la préparation de cette chambre qu'on suppose avoir décorée, installée avant le départ à la maternité. Là, on revient dans la chambre. Cette chambre, elle doit être quelle température? Comment on doit préparer le lit? Alors, la chambre de l'enfant, il faut qu'elle soit d'une température entre 19 et 20. Pas trop chaud. Pas trop chaud, et surtout régulièrement aérée. Ça, c'est très important d'aérer les pièces. Même l'hiver. Même l'hiver, il faut vraiment aérer les pièces. Au niveau du matériel, alors là, c'est très important. Il faut vraiment utiliser des lits même d'occasion, mais pas du rafistolage. Il faut vraiment que ça soit des lits bien adaptés et avec un matelas.
si possible neuf, qui fasse exactement le tour du lit pour qu'il n'y ait pas d'espace entre le matelas et le bord du lit pour que l'enfant ne risque pas de s'étouffer en mettant coincer la tête sur le bord du lit. Il faut que le matelas soit très ferme également. Justement, si l'enfant se mettait à plat ventre, qu'il ne risque pas d'enfouir son visage dans le matelas et risquer de s'étouffer. Bien sûr, pas de couverture, pas de couette, pas de doudou trop grand dans lequel il pourrait également s'étouffer, pas d'oreiller, une petite turbulette. Et là, il dort bien. En tout cas, tout est prévu pour que l'enfant dorme le mieux possible. Est-ce que dès 3-4 jours, une semaine, 15 jours, on peut chanter une petite chanson ou faire toujours un petit rituel avant de s'endormir? C'est important pour que les parents voient quand l'enfant va commencer à s'endormir. Au fur et à mesure, on va apprendre à décrypter quand il commence à avoir sommeil pour ne pas rater justement ce train du sommeil. Alors il va pleurer peut-être un peu plus, il va se frotter les yeux, il va être agité, il va se mettre à bâiller. Là, les parents vont apprendre à connaître leur enfant et là, à on enclenche le coucher. C'est le moment d'entamer le petit rituel du soir qu'on peut répéter, la berceuse, la petite chanson, les petits câlins, les petites caresses, quelque chose qui va permettre à l'enfant de sentir que ça va être l'heure d'aller se coucher. Et puis après, de déposer l'enfant dans son lit et de le laisser s'endormir. Et de croiser les doigts pour qu'il s'endorme. Où est-ce qu'on le met, le lit du bébé? Dans la chambre prévue pour le bébé ou dans la chambre des parents, Benoît? Question souvent posée. Ça dépend aussi de l'enfant. Je pense qu'il faut pas... On ne sait pas, ça. Mais non, mais par l'observation et la façon dont il va réagir. Je pense qu'il y a un moment, en tout cas sur l'endormissement du soir, on peut essayer de voir là où il y est bien. Il ne faut pas oublier qu'il a eu une proximité, que sa sécurisation quand même initiale, c'est quand même d'être proche de ses parents. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis que souvent après le réveil de la nuit, quand soi-même on va se réendormir et peut-être qu'on rompt certaines sensations de la présence, il n'y a que parce qu'on est proche corporellement qu'on peut chacun s'abandonner dans son propre sommeil. Donc à ce moment-là, on peut le mettre dans la chambre. Ça ne durera pas. D'accord. Quelques semaines. Oui, plus on répond à cette sécurité-là, par cette proximité-là, plus il pourra être autonome ensuite. Alors peut-être on peut prendre le temps d'accepter aussi de répondre à son besoin. Pas le faire pour sa propre angoisse, mais de répondre à son besoin en le mettant proche de nous. Et puis avec les mois qui passent ou les semaines qui passent, ça deviendra possible qu'il aille dormir plus loin. Myriam Ségère, 2 mois, 3 mois. Ils peuvent aller dormir tout de suite dans leur chambre. Il y en a d'autres qui vont beaucoup rouspéter parce que ça les angoisse. Je crois qu'il faut s'adapter au bébé qu'on a. Et puis il y a des couples qui ont vraiment besoin d'être tranquilles. Et puis dormir avec son enfant, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui dorment très bien avec leur enfant. Ça dépend aussi des cultures. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas fermer l'œil parce que ça fait beaucoup de bruit, l'écoute dormir. En plus, avec les amplificateurs, maintenant, on aime bien ce genre de sport. Et on le laisse pleurer combien de temps, un tout petit bébé de quelques semaines? Mais pourquoi vous voulez laisser pleurer un bébé? Si le bébé pleure, c'est qu'il... Soit ça veut dire qu'on a repéré, comme disait madame, qu'il est fatigué. Donc il va se mettre à pleurer et il faut à ce moment-là respecter cette fatigue. C'est-à-dire que c'est le signal qu'il est fatigué, on le met au lit et il ne va pas pleurer très longtemps. Il va s'endormir, il a besoin de pleurer pour s'endormir, pour trouver son sommeil. Mais sinon, s'il pleure, c'est qu'il a autre chose. Et donc on le laisse pas pleurer. Il n'y a aucune raison à un nouveau-né de le laisser tomber. Mais les caprices, c'est pour bien plus tard. Au départ, ils ne font pas des caprices. Au départ, ils demandent des choses et on ne comprend rien. Voilà. Le pleur est son langage, sauf qu'on ne sait pas toujours ce qu'il nous dit. Alors, c'est pas facile. On pose beaucoup la question, est-ce que je dois le laisser pleurer? Et non, on ne laisse pas pleurer un tout petit. Là, on parle des nouveau-nés. Ils ne font pas de caprices, donc on ne laisse pas. Et il ne va pas s'habituer et il faut aller le voir. On ne laisse pas un bébé pleurer tout petit comme ça. C'est une souffrance pour lui. Oui. Et puis c'est une source d'angoisse, c'est-à-dire qu'il y a obligatoirement quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas quoi, on n'a pas décrypté. Un rot qui passe pas, il a faim, sa couche est pleine. Ça peut être aussi qu'il a des fourmis dans une jambe, qu'il est gêné par un rayon de soleil. Il n'est pas bien, en tout cas, il est inconfortable. Et si on le laisse dans cette détresse, il va être très angoissé. Et même si on ne comprend pas ce qu'il a, au moins que les parents soient présents, le prennent et lui disent, écoute, je ne sais pas ce que tu as, mais je suis là. Je suis là et tu n'es pas tout seul. Il y a des moments où ils ont besoin de présence, juste et des moments où ils peuvent rester tout seuls. C'est pas évident. Benoît, un dernier mot sur non, ce c'est pas évident, justement. C'est ça. Est-ce qu'il pleure et puis qu'il faut le laisser pour s'endormir? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a autre chose? Je pense qu'on peut aussi expliquer de façon très simple un petit peu les rythmes d'éveil et de sommeil du nouveau-né aux parents, qui sont très mêlés au rythme alimentaire en même temps. Au début, le nouveau-né, quand il va s'éveiller, il va appeler à la sécurité. Et on profitera pour le nourrir.
alors on va allaiter un petit peu à l'éveil. Puis après, quand il aura bien mangé, il va passer par une phase calme. Si on dit aux parents que quand il passe par une phase calme, parce qu'il est bien, ce qu'il a pu forcément, ce qu'il a bien mangé. Et puis qu'après, il peut se bouger, il peut se solliciter, il peut gémir, il peut pleurer. Eh bien, on peut être là, mais pas trop le solliciter. Parce que ça, c'est ces pleurs qui précèdent l'endormissement. Et si on le sollicite, on le maintient dans l'éveil et ça devient difficile. Donc et après, il a cette encore phase d'approche, un petit peu de réciproque. d'approche, mais sur quelques conseils théoriques que les neurosciences nous apprennent. Et après, de dire qu'effectivement, si ça passe à autre chose, eh bien là, il faut aller vers lui et puis vraiment continuer avec le Il faut vraiment se méfier de ces éveils qui ne sont pas des éveils et pas aller le réveiller complètement parce que sinon, il va prendre l'habitude à chaque micro-éveil où il s'en s'est replongé dans son sommeil, même après avoir fait quelques petits bruits, et de se rendormir avec ses parents et pas avec ses propres forces. Et c'est comme ça qu'on m'amène en consultation des bébés qui se réveillent 15 fois par nuit et des parents qui arrivent exsangues. Qui sont épuisés. Hein, voilà, il faut éviter ça. Alors, un acteur important, quand il y en a en tout cas, ce sont les frères et sœurs qui sont déjà dans la famille. Comment expliquer à un grand frère, à une grande sœur qu'il y a un petit bébé qui arrive Myriam, là-dessus, on présente le petit bébé aux grands frères et aux grandes sœurs? S'il n'est pas venu le voir à la maternité, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de maternités qui autorisent, quand on n'est pas en période d'épidémie de bronchiolite ou de choses comme ça, que les autres viennent dire bonjour et en profitent pour voir leur mère et retrouvent ce bébé parce qu'ils se connaissent déjà, mais peut-être pas de la même Pour manière. les grands, c'est quand même ils sont assez jaloux, quoi. Il y a un petit qui attire toute l'attention. Alors ils sont jaloux, mais ils vont pas tous s'exprimer de la même manière. Hein, il y en a qui vont être jaloux, violents, faut mettre le bazar partout. Il y en a qui vont être jaloux en attirant l'attention, et il y en a qui vont être jaloux en s'effaçant complètement, en se retirant de l'affaire. Il faut être vigilant, du coup. Il faut être vigilant. Hein, et des grands enfants, des aînés qui tapent, ça évidemment non. Ça paraît évident, une caresse un peu forte, il faut tout de suite quand même prévenir. les laisser approcher. Il faut surveiller, surtout avec les petits, mais il faut les laisser établir les bases de leur fraternité dès le démarrage. Hein. Mais par la suite, il va falloir faire attention. Le jaloux, c'est pas forcément celui qui tape. Hein. Ça peut être la petite fille qui veut prendre la place de sa mère et qui veut absolument s'occuper du bébé. Achetons-lui une poupée et en lui expliquant que c'est pas la mère, que la mère c'est la femme du père et que c'est pas elle la femme du père. Chacun son métier. C'est important. Vous le ressentez aussi, Béatrice Di Massio, cette rivalité des aînés parfois? Des aînés, oui, bien sûr. Il y a une rivalité, ils sont en quête de savoir quelle va être leur place maintenant. Donc, ils ont besoin d'attention. Et puis, parfois, les visites, justement, ils sont un peu maladroits. C'est-à-dire qu'on les oublie et ils ne retrouvent pas la place, bien entendu, d'avant. Mais à chacun de reconstruire une nouvelle famille. Donc, les visiteurs peuvent amener un petit cadeau, apporter un petit cadeau pour les aînés, par exemple, et pas qu'au bébé. Et puis demander aussi comment il va, parce que tout simplement en général c'est comment va le bébé, il a bien mangé, il a bien dormi, et le grand pouf d'un seul coup il n'existe plus, donc il faut un petit peu de tact, finesse et doigté et lui faire comprendre que voilà, il on est l'aime là encore aussi. Et qu'on l'aime aussi. Et puis qu'on lui demande pas non plus est-ce que tu es content d'avoir un petit frère, et laissez-lui le droit de dire non, je suis pas tout à fait content d'avoir un petit frère. Dire, toi t'es grand, parce qu'il a bien compris qu'il y avait que les petits qui intéressaient les parents à ce moment-là, donc c'est pas une bonne chose, ça marche pas. En général, ils se calment. Hein. Et ils sont assez fiers parfois. S'ils ne se calment pas, par contre, et que ça dure des semaines, et qu'on sent que l'enfant reste en souffrance, que cette rivalité, le tarot dit qu'il n'est plus l'enfant qu'il était auparavant, il est important de consulter un psychanalyste, un psychologue, parce que quelqu'un d'extérieur va pouvoir plus facilement faire le boulot et ça peut aider. Hein. Quelques petites questions, si vous le permettez, j'allais dire de vie quotidienne, de vie concrète. On n'en a pas encore parlé. À la maison, il y a un chien, il y a un chat. On le met où quand le bébé arrive, Benoît? On l'enferme, on le laisse? Non, je pense qu'il faut le laisser vivre dans l'habitat. Après, il faut pareil, c'est de la vigilance et faire attention. Il y a des lieux où il ne doit pas être. Et si on déloge un chat toujours du lieu où il ne doit pas être, il n'y retournera pas. Il n'a pas le droit d'aller dans la chambre de l'enfant, le chien ou le chat? Ça dépend des chiens, ça dépend des chats. Il ne faut pas être radical. Franchement, Béatrice. Il faut être quand même vigilant. Un chien tout seul avec un bébé Oui, il faut être vigilant. Il y a quand même trop d'accidents, même si on connaît bien son chien, même si on connaît bien son chat, il faut quand même... Moi, j'ai une ancienne chef de réa, j'ai déjà eu des chats qui étaient très placides, très gentils, qui
avait un besoin de materner et le petit bébé et qui s'est couché contre lui, s'est couché dessus, l'a materné comme son propre bébé et a étouffé le petit nouveau-né qui était incapable de repousser le chat. Donc, prudence. On ne connaît pas la réaction de l'animal. On ne peut pas savoir. Donc, il faut être extrêmement vigilant, toujours aimer autant ces animaux, bien sûr. Mais un peu plus les enfants, quand même. faut être vigilant. Non, il ne faut pas les mettre à l'écart, il ne faut pas les On ne va pas éliminer les animaux, bien sûr, mais on conseille d'amener les couches quand même. La maternité, de prendre une couche un peu pas très propre, que le bébé a utilisée, et de l'amener, de demander au père qu'il l'amène à la maison pour que l'animal se familiarise avec l'odeur du bébé qui va arriver. Hein. Ça, c'est un conseil veto. Conseil pratique. Autre petite question, Béatrice, si vous permettez. La poussette et le porte-bébé, est-ce qu'au début, on choisit plutôt un modèle où le bébé regarde dans la rue ou au contraire regarde sa maman? Ah non, au début, il faut garder l'enfant contre soi et il ne faut pas les poussettes ou mettre l'enfant visage vers l'extérieur tout petit. Parce que c'est très anxiogène pour un enfant de voir les gens qui lui arrivent dessus et il ne peut pas avoir une réassurance dans le regard de ses parents qui le portent. Donc non, au début, l'enfant est tourné vers les parents. Il y a d'ailleurs des poussettes qu'on peut tourner à un moment donné, on peut changer l'orientation de la poussette. Vous retrouverez sur Maternéa TV des reportages justement au salon Playtime, Royaume des nouveau-nés pour les bébés, avec notamment ces poussettes innovantes qui changent de sens et d'autres petits conseils. Myriam, je continue à jouer ce jeu de vie quotidienne et de petites questions-réponses. Voilà, à partir de quel âge je viens d'avoir un petit bébé, je peux sortir dîner chez des amis en laissant le bébé? Est-ce qu'il y a un âge où le bébé, c'est vraiment trop tôt? Vous savez, je ne vais pas vous répondre directement à votre question parce que c'est un piège. Ça dépend, c'est ça que vous allez me dire. Mais vous posez là derrière, il y a toute la question de la séparation. Se séparer de son enfant, que ce soit pour une heure, pour une soirée, pour une journée ou même plus, ça suppose quand même de s'adresser à lui et de l'informer, quel que soit son âge, et de ne pas oublier de le faire, et de lui parler pour lui expliquer à quelle sauce il va être mangé. Genre, je pars, mais tu restes avec un tel. Et tu restes avec un tel en qui j'ai confiance et je reviendrai à telle heure. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas l'heure. Il ne sait pas lire l'heure, non. Mais pour tout le monde, 5 heures, c'est 5 heures. Donc, ça sera 5 heures pour lui aussi. Et il faut qu'il se mette dans cette histoire-là. Donc, anticiper les séparations par la parole, quelle que soit la séparation. Expliquer à l'enfant ce qui va lui arriver et à quel moment ça va s'arrêter, à quel moment il va retrouver ses parents. Et à ce moment-là, vous verrez que les choses... Si l'enfant dort, le lui dire dans son sommeil. Aussi. C'est des conseils que vous donnez aux mamans aussi, Benoît, qui posent cette question forcément aux parents? Oui, je pense que c'est très important et c'est des conseils que l'on donne très tôt en fait, pour aussi bien les sorties comme ça du quotidien que tout ce qui va se préparer plus tard à la reprise du travail, la séparation à la garde d'enfants qui est aussi dure pour chacun. Puis en même temps d'être prêt à ça aussi, peut-être soit on n'a pas tous, tous les parents... Trop tôt, oui. Trop tôt, je ne sais pas, mais tous les parents ne sont pas tout de suite prêts aussi à cette séparation et à confier l'enfant ou être loin. On n'a pas tous les mêmes temps. Exercice difficile pour chacun d'entre vous. Si vous devez retenir un conseil pour ce retour à la maison, une idée, un message pour que tous ceux et celles qui nous regardent se sentent rassurés. Par qui je commence? Béatrice, Benoît, Myriam? Myriam. Plouf, plouf. Plouf, plouf. Myriam, c'est pour vous. Sur moi, plouf, plouf. Le conseil. Le conseil, c'est peut-être d'investir un petit peu la famille et les grands-parents. Ne pas oublier les grands-parents. Ne pas oublier les grands-parents. Je crois que les grands-parents ont un devoir dans la génération. Ils doivent aider, ils doivent être là, ils sont impliqués. On est passé d'une société où chacun était séparé chez soi et personne ne se mêle de la vie de personne. On a maintenant des grands-parents qui travaillent, qui sont jeunes, qui font des tas de choses, qui n'ont aucune disponibilité. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'ils trouvent de la disponibilité pour aider. On n'élève pas tout seul son enfant comme ça. Pour transmettre, pour donner un coup de main, pour faire un relais. Pour accompagner. Ils ont leur place et il faut qu'ils assument leur rôle. Les grands-parents pour Myriam. Benoît, un conseil, un message? Un message, c'est que peut-être penser le premier mois de vie après la naissance comme le 10e mois de la grossesse et que quelque chose se poursuit là et accepter notre fatigue. Même le Dieu des chrétiens s'est reposé au 7e jour. Alors, comme on n'est pas des dieux, la maman se repose le 10e mois. Accepter notre fatigue pour en faire tout autre chose en fin de compte. Et puis en repérant ce qu'elle veut nous dire, on peut trouver notre second souffle dans l'autre, et là particulièrement dans le nouveau-né. Béatrice, pour vous?
Alors moi, je serais plus pragmatique, c'est-à-dire se faire confiance et beaucoup de bon sens. Voilà, c'est-à-dire pas vouloir à tout prix être des parents parfaits, mais se contenter d'être bien et de se faire confiance. Merci beaucoup, merci à vous trois et merci de nous avoir suivis. Nous espérons que désormais vous appréhendez un petit peu moins ce retour à la maison. Et si vous êtes zen, surtout ne changez rien, restez-le. À très bientôt sur Maternea TV. Dans les prochaines émissions de Parents Premier Pas, nous parlerons du développement de l'enfant. Comment grandit-il? Qu'entend-il? Que voit-il? Pourquoi pleure-t-il? Mais aussi comment rester femme lorsque l'on est devenu mère. Maternea TV, vous le savez, est à vos côtés pour vous aider à mieux vivre tous ces moments si importants et si particulier avec votre nouveau-né. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les émissions et toutes les infos, tous les conseils sur Internet. À très bientôt sur Maternea TV.